Frédéric Mazzella, c'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir à cette nouvelle conférence iTeam. Il faut savoir que chaque seconde, dans le monde, il y a un nouvel utilisateur Blablacar. Et Blablacar, c'est votre bébé, c'est votre phénomène. Et c'est une entreprise qui a, sauf erreur, 700 salariés, donc plus de 20 pays, 22 pays. 100 millions d'utilisateurs. Et puis vous êtes aussi ici ce soir avec nous pour nous dédicacer votre ouvrage. Donc Mission Blablacar, un bouquin assez génial qui explique le nombre de questions prodigieux que j'ai prévues. Donc les coulisses de la création d'un phénomène qui vient donc de paraître chez Erol. Pourquoi vous avez appelé ce livre Mission? Parce qu'une mission, ça peut être vu comme quelque chose de... Les jeunes, ils disent ouais, c'est une mission, c'est un truc, c'est une galère, quoi. Donc, mais c'est Thomas Pesquet qui a dédicacé ce livre. Alors, c'est une mission spatiale, c'est une mission spéciale, c'est quoi? C'est parce que ça vous prend toute votre vie, en fait, quand vous avez une idée comme ça à développer. Donc, en fait, c'est une vraie mission. Enfin, moi, quand ça m'est arrivé, je n'ai fait que ça pour le développer. Donc, il y a ce côté-là, effectivement, et puis c'est long. Une mission, c'est pas quelque chose qui va prendre une semaine ou 2 mois. Enfin, c'est vraiment, ça prend une bonne dizaine d'années de monter un truc pareil. Donc, il y a pas mal de parallèles avec le côté, on prend l'intégralité de nos forces physiques et mentales pour développer cette chose-là, et ça dure longtemps. Et il y a un parallèle, oui, avec les missions spatiales, avec tout un tas d'autres missions. Donc, Thomas Pesquet m'a fait l'honneur d'effectivement écrire la préface depuis l'espace, puisqu'il était là-haut quand il l'a écrit. Ouais. La plupart du temps, quand on monte une entreprise, on répond à un manque, enfin il y a un incident déclencheur. Donc racontez-nous l'histoire et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter cette société, cette activité? Oui, alors c'est une combinaison de pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y a eu un événement déclencheur pour moi. Je suis vendéen et donc je devais rentrer depuis Paris en Vendée pour les fêtes de fin d'année. Et puis comme je m'y prends un petit peu toujours très tard sur mes déplacements, le moment où j'ai voulu réserver un billet de train, il n'y en avait plus, en fait, tout était complet. Et du coup, je me suis vu ne pouvant pas aller en Vendée pour les fêtes de Noël, et j'ai fini par appeler ma petite sœur qui habitait à Rouen, qui avait une voiture. Je lui ai dit, est-ce que tu peux passer me chercher à Paris? Et donc elle a fait un crochet, elle est passée me chercher, et puis on est descendu ensemble en Vendée. Et sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont déjà prise, eh bien, on voit passer les TGV qui nous doublent. Et donc, quand j'ai vu passer un TGV nous doubler, je me suis dit, tiens, c'est le TGV dans lequel j'ai pas pu avoir de place puisque c'était complet. Et puis, en même temps, j'ai vu les centaines et puis les milliers de voitures vides. Et je me suis dit, mais en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles n'étaient pas dans les trains. J'ai cherché sur le mauvais site. En fait, j'ai cherché sur le site des trains pour chercher des places pour aller en Vendée. Mais en fait, il y avait des milliers de places pour aller en Vendée, mais dans les voitures. Donc, il faut juste indexer toutes les voitures vides. Et là, j'ai commencé à voir toutes les voitures vides comme des petites cases d'une base de données qui ne demandaient qu'à être remplies. Et puis, en me disant que c'était tout à fait faisable, je rentrais des États-Unis avec pas mal de réflexes, on va dire, de développement de plateformes avec les bases de données, les moteurs de recherche, la connectivité permanente. Je me suis dit que ça collait parfaitement. Et puis après, il y a la dimension, le potentiel qui est absolument gigantesque. Et puis après, ce qui est venu aussi alimenter toute cette énergie que j'ai pu mettre sur le projet, c'était la volonté d'aller réduire notre facture environnementale et énergétique. Simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour comprendre qu'il vaut mieux avoir 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne au niveau environnemental. Donc du coup j'ai poussé ça. Aujourd'hui Blablacar, ça permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 chaque année, c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris chaque année, parce que c'est 1 300 000 les émissions de Paris. Le nom Blablacar, il y a une anecdote, il y a une recherche, et c'était pas le nom à l'origine de la société, c'est toujours le nom de la société, mais Blablacar c'est le nom de l'enseigne, mais vous avez mis du temps à le trouver. Ouais, alors je suis parti au tout départ avec un nom qui ça s'appelle Commuto, d'ailleurs la société s'appelle Commuto. Ça venait du latin commuto, commutare, qui est un échange de services. C'est un peu avec un parallèle avec l'échange de biens, on va dire, de type eBay ou de type Le Bon Coin, mais là c'est un échange de services. Et donc j'étais parti avec cette idée-là. J'ai ensuite pu racheter l'URL covoiturage.fr, donc le nom de domaine, pour pouvoir déployer la technologie que j'avais développée. Donc on s'est appelé covoiturage.fr pendant pas mal d'années. Jusqu'à ce qu'évidemment, comme ce qui était prévu initialement, mais on a voulu faire notre expansion internationale, et où là, Covoiturage, ça marchait pas, et Covoiturare non plus. Donc du coup, on a cherché un nom plus international.
Et le nom Blablacar, il est venu de plein de choses. Alors, bon, il est venu au départ du fait que sur le service, dès le début, j'avais mis quelque chose qui était une indication du degré de parole qu'on a. C'est-à-dire quand on fait du covoiturage, on choisit si on écoute de la musique ou pas en voiture, si on fume ou pas en voiture, si on accepte ou pas les animaux, et on choisit si on parle beaucoup ou pas. Et ça se choisit en choisissant si on est plutôt blabla ou blablabla. Et donc en fait, là, c'était un soir assez tard. D'ailleurs, j'ai appris depuis ce que ça s'appelle cette phase-là d'hypercréativité qu'on a au moment où on s'endort et au moment où on se réveille. Ça s'appelle l'hypnagogie. C'est une phase pendant laquelle on est extrêmement créatif. Je sais pas, enfin, vous avez dû la ressentir très souvent. Alors souvent, on n'a pas le courage de se relever pour aller noter les idées qu'on a. C'est dommage parce que c'est des super idées à ce moment-là. Et là, j'étais en train de m'endormir devant mon ordinateur. En hypercréativité. Voilà, en hypercréativité. Et donc, il y avait le profil d'un membre qui était blabla et qui avait sa voiture à côté. Comme je cherchais un nom un peu à consonance anglo-saxonne, je prononçais tout ce que je voyais un peu en anglais. Donc, j'ai vu blabla, puis j'ai vu car, j'ai fait Blablacar. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Parce qu'il y avait le profil de la personne il était blabla et il avait la photo de sa voiture à côté. Et puis, voilà, blablacar.com était libre. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'a fait rire. Ça m'a réveillé. Et ça a fait rire les associés, les et après, mais alors faire rire, justement, faire rire quand on est original comme ça, mais que derrière, il y a déjà des millions qui ont été investis sur un projet, ça ne fait pas forcément rire de la même manière. Mais bon, c'est passé, ça a marché. Une phase très délicate, un peu critique, parce qu'on sait qu'il y a, je dirais, une espèce de, je sais pas si les entreprises en fait franchissent des tas de caps, et il y en a très peu qui franchissent 2 ans, 4 ans, etc. Et vous avez eu une phase assez particulière où justement il y avait beaucoup de passagers qui se décommandaient, etc. Et ça vous a obligé à franchir un cap. Donc déjà, comment on ressent ce genre de cap? Est-ce qu'on est tenté d'abandonner? À mon avis, non. Mais, et surtout, comment vous avez rebondi? Donc, expliquez-nous un peu cette phase. On a essayé de comprendre pourquoi, oui, parce qu'en fait, effectivement, dans le réseau, tout était totalement ouvert. Il y avait un certain état d'esprit d'entraide qui était assez ancré. Mais passé une certaine taille, la communauté, de la communauté, on a commencé à avoir des comportements de profiteurs, très, très clairement, où en fait, si les gens n'étaient pas notés, on pouvait poser des lapins et puis pas venir au rendez-vous. Et puis après, ça se multipliait. Et puis alors, en réaction à ça, quand les passagers posaient des lapins ou décommandaient, les conducteurs faisaient du surbooking. Parce qu'ils disaient, d'accord, j'en ai 3 qui doivent venir, mais enfin, statistiquement, je sais qu'il y en a 1 ou 2 qui ne va pas venir. Donc, j'accepte 4 ou 5 passagers. Sauf que quand tout le monde venait quand même, parce que statistiquement, ça arrive aussi, vous vous retrouviez avec 1 ou 2 personnes sur le trottoir. Donc, que faisaient les passagers après? Ils faisaient eux-mêmes du multi-booking, c'est-à-dire qu'ils bookaient dans plusieurs voitures, pour être sûr, si jamais il y a un conducteur qui annule, qui a fait du surbooking, moi je suis protégé. Alors là, pour un réseau de transport, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'était un cancer dans le réseau. Donc il a fallu absolument qu'on trouve une solution. Ça, c'est quand on est arrivé à peu près à 800 000, 1 million de membres, où en fait il y avait moins de respect, il y avait plus de... chacun pour soi un petit peu, quoi. Et sur le mode de réservation. Et donc pour un moyen de transport, c'est absolument pas possible. Donc c'est à ce moment-là qu'on a poussé le système de réservation obligatoire. Parce que, alors on avait 35%, on avait fait tous les sondages, on avait 35% d'annulation en fait. Donc plus d'une personne sur 3 qui réservait ne venait pas. Alors quand ils étaient polis, ils appelaient, quand ils n'étaient pas polis, ils n'appelaient pas. Et quand on a passé le système de réservation à l'avance obligatoire, on est descendu immédiatement à moins de 3% d'annulation. Bizarrement, un passager qui paye, c'est un passager qui vient. Ça fait réfléchir 2 fois, c'est-à-dire que quand on a réservé. Et donc du coup, ça a vraiment complètement assaini la chose. C'est-à-dire qu'on a arrêté les surbookings, les multi-bookings, tout s'est arrêté grâce à ce système-là. Mais c'est vrai qu'il a fallu réfléchir à la bonne manière de le faire. On avait réussi à pallier tous les autres problèmes du produit, du service, mais le problème de confiance, on n'avait pas réussi autrement qu'en imposant un système de réservation, ce qui a fait une paire de coups, parce que non seulement ça a rendu la communauté très saine et avec un système très fiable, mais en même temps ça nous a permis, du fait qu'on intermédiait les transactions, de trouver un modèle économique qui marchait. Parce qu'avant ça, le modèle économique c'était compliqué, on a essayé 6 modèles économiques. Du B2B, la mise en relation téléphonique, plein, je les détaille d'ailleurs tous dans le livre, j'explique pourquoi on ne les a pas gardés. Et donc du coup, cette étape-là a été très importante pour à la fois structurer la confiance et la fiabilité dans le réseau, mais en même temps
nous permettre de trouver notre modèle économique qui nous a permis ensuite de vraiment décoller et grandir dans plein de pays. Ouais. À partir du moment où on a eu 1 million de membres et qu'on a commencé à pouvoir avoir cette valeur-là et répliquer ça dans d'autres pays, là c'était parti très très fort. Il y a un mot très important qu'on retrouve dans le livre, dans vos interventions, c'est la confiance. On est dans l'intermédiation, on ne connaît pas forcément les gens. Et vous envisagez la confiance sous plein d'angles différents. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est une clé finalement. J'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que en fait, à peu près toutes les autres réticences que les gens pouvaient avoir sur le covoiturage, on les avait résolues. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où je pars, bah si, tu sais d'où tu pars, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas combien ça coûte, bon, tout ça on avait résolu. J'avais pas réussi à joindre mon correspondant aussi, ça on l'a résolu, c'est bon, les numéros de téléphone on les a validés, enfin on a tout validé. Mais il y en avait un qui était, ouais mais je sais pas avec qui je pars. J'ai envie de savoir avec qui je vais partir en voiture. Bah oui, on est côte à côte quand même pendant des centaines de kilomètres. Et donc du coup, c'est là où on s'est dit, bon, bah, il faut absolument avoir des profils suivis dans le temps, avec des avis que les gens se laissent. Et ce qui fait qu'on a construit des profils, ce qu'on appelait les profils confiance. Et puis on a même développé toute la théorie, enfin, j'en parle aussi dans le livre, c'est la théorie DREAMS, qui permet de décliner 6 piliers de confiance qu'on peut construire sur un service en ligne. Donc DREAMS, c'est un acronyme. Le D, c'est pour Declared, c'est les informations qu'on déclare. Donc ça va être nom, prénom, âge, puis photo ou profession. Le R de DREAMS, c'est pour les ratings, donc c'est les notations qu'on va pouvoir laisser. Quand vous voyez le profil de quelqu'un qui a 14 avis positifs, tout s'est bien passé, tout le monde dit c'était super, bon, déjà votre niveau de confiance dans cette personne-là augmente énormément. Le E, c'est pour engagement, donc ça c'est le système de réservation en ligne qui fait qu'on s'engage. On dit, bon bah voilà, oui je paye 28 € maintenant et donc je viens bien dans 3 jours. Ça crée de la confiance aussi évidemment. Le A, c'est pour activity, donc c'est l'activité sur le site, c'est-à-dire est-ce que la personne s'est inscrite il y a 1 heure ou bien est-ce qu'elle s'est inscrite il y a 3 ans, est-ce qu'elle a publié 192 trajets ou bien est-ce que c'est son premier, est-ce qu'elle était loguée il y a 1 heure ou est-ce que la dernière fois qu'on l'a vue c'était il y a 3 mois. Enfin bon, tout ça c'est des indicateurs aussi qui construisent la confiance. Quand vous avez le profil de quelqu'un, que vous voyez ces informations-là, ça vous grandit votre confiance. Le M, c'est pour la modération. Donc ça c'est tout ce que nous on apporte en termes de plateforme de modération. On va vérifier que les échanges sont bien avec pour unique but de faire du covoiturage et pas autre chose, avec du respect entre les personnes. Et le S, c'est pour social, où on relie le service de covoiturage à LinkedIn ou Facebook ou des choses comme ça qui font que du coup on a des profils qui ne sont pas tout nus et qui sont connectés à d'autres profils internet. Donc bref, quand on cumule tout ça, après on a fait des études, c'est pareil, je l'avais fait avec NYU Stern, l'université de New York, en trouvant un professeur qui était spécialisé dans la confiance. Il n'y en a pas tant que ça en fait, des gens qui s'intéressent vraiment au sujet de la confiance, surtout d'un point de vue construction chiffrée. Il y a plein de manières de mesurer la confiance, on pourrait y passer pas mal de temps, mais là ce qu'on avait fait c'est qu'on a demandé aux gens quel est votre degré de confiance sur une échelle de 0 à 5 dans différents types de personnes, donc votre voisin, votre collègue, quelqu'un que vous suivez sur internet ou bien un membre de la famille, un ami, et puis au milieu de tout ça quelqu'un qui est inscrit sur Blablacar avec un profil complet. Et là, on a eu beaucoup de surprises parce qu'en fait, on s'est retrouvé sur le podium avec la famille et les amis. C'est-à-dire que quand on regardait les pourcentages, on notait les pourcentages de gens qui donnaient 4 ou 5 sur 5 en confiance, ce qu'on estimait être un grand niveau de confiance. Eh bien, on se retrouve avec les collègues qui sont à 58% de confiance, les voisins à 42%, et puis la famille à 94%, les amis à 92% et les membres Blablacar à 88%. 88%, ce qui fait que c'est absolument colossal, mais parce que quand on a un profil d'un membre Blablacar, on a plein d'infos en fait, et on voit une interaction qui dure depuis potentiellement plusieurs années avec tout un tas de membres qui ont expliqué comment s'est passé le trajet. Voilà, Jean-Jacques est super sympa, et puis ils expliquent pourquoi, puis voilà comment ça s'est passé. Donc tout ça, ça a permis de vraiment solidifier la confiance dans le réseau. On l'a déployé partout sur le service pour que justement on puisse répondre à la question avec qui je vais voyager. Ben là, on sait. Ce qui fait qu'on a plus confiance dans cette personne-là que dans son voisin ou dans son collègue. C'est quand même assez majeur. D'autant plus que c'est des personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Alors que sur ce podium-là, c'est évidemment les seuls qu'on n'a jamais rencontrés, parce que la famille et les amis, on les a déjà rencontrés. Et les collègues et les voisins aussi. Donc ça, c'est vrai que ça a été une grande partie de la recherche derrière la construction de cette communauté-là, pour pouvoir atteindre, oui, 100 millions et bientôt 200. Voire grand.